En pleine mer, le long du littoral français, d'impressionnantes fortifications militaires subsistent, vestiges d'une époque où les grandes puissances mondiales ont repoussé les limites territoriales que dessinaient autrefois les mers et les océans. On avait des meilleurs ennemis qui s'appelaient les Anglais et qui avaient mis en œuvre une conception géostratégique qui faisait que pour eux, leur véritable frontière, c'était la côte de l'ennemi. Au large des côtes, des dizaines de forteresses maritimes vont littéralement faire surface au XVIIe siècle, capables de barrer la route aux ennemis venus de l'océan et d'affronter la violence des tempêtes. On est dans quelque chose de déraisonnable, mais on est plus fort que la nature. Ça aussi, Napoléon, il ne va pas se laisser faire par la mer. Devant l'empereur, tout doit céder. Mais comment bâtir en pleine mer? Comment s'opposer aux tempêtes et aux marées? Et surtout, comment construire des édifices capables de résister aux boulets de canons ennemis? Toutes ces fortifications vont nécessiter des trésors d'ingéniosité et de nouvelles prouesses de la part des architectes et des ingénieurs maritimes. C'est vraiment un témoignage du travail de nos ancêtres. Je ne suis même pas sûr qu'actuellement on serait en mesure de faire la même chose. Des forts de la rade de Saint-Malo à la grande digue de Cherbourg, sans oublier l'incontournable Fort Boyard, ces édifices sont les premiers remparts défendant les ports de commerce et les arsenaux militaires français. Ils sont le reflet d'une époque où la France dessine et affirme ses frontières maritimes. Le fort est chargé de porter l'image de la compétence des ingénieurs de marine. C'est le génie national qui s'exprime à travers sa maîtrise technique. Symbole d'un temps aujourd'hui révolu, mais incontournable dans le paysage littoral français, ces forteresses maritimes nous livrent aujourd'hui un témoignage architectural et patrimonial d'une richesse absolue. Aujourd'hui encore, les forteresses maritimes se comptent par dizaines au large des côtes françaises. Certaines sont inaccessibles au public, d'autres accueillent chaque année des milliers de visiteurs fascinés par leurs prodigieuses implantations en pleine mer. Leur histoire débute il y a plus de 3 siècles. Au début du Moyen Âge, les côtes atlantiques de la France sont encore relativement paisibles. À cette époque, la guerre reste une activité avant tout terrestre. Mais alors que des châteaux forts fleurissent sur l'ensemble du royaume, jusqu'à connaître un véritable âge d'or au XIIIe siècle, le littoral est encore peu défendu et vulnérable. Seules quelques rares fortifications servent de postes de surveillance. Bâti au XIVe siècle sur une pointe rocheuse s'avançant dans la Manche au bout du Cap Fréhel, le fort Lalatte est l'archétype des premières fortifications maritimes. Ces forts de rivage comme Fort Lalatte, on les retrouve un peu partout sur le littoral français. Son positionnement sur un cap nous montre bien qu'il est là pour surveiller, contrôler, sécuriser, j'ai envie de dire, les allées et venues des navires qui naviguent en vue des côtes. L'édifice épouse parfaitement la presqu'île sur laquelle il est ancré. Il possède tous les éléments défensifs typiques d'une fortification du Moyen Âge. Une première avant-cour, un pont-levis à contrepoids suivi d'une herse barrant le passage, des remparts dotés de meurtrières et des chemins de ronde crénelés au sommet des tours équipés de machicoulis. Le fort Lalatte n'est donc encore qu'un simple château-fort construit au bord de l'eau. Mais à seulement quelques kilomètres à l'est, c'est toute une cité portuaire qui a été fortifiée au Moyen Âge, obligeant ses bâtisseurs à affronter les affres de l'océan. Au Xe siècle, les raids vikings en Bretagne poussent en effet les habitants de la presqu'île d'Alette, ancienne cité gallo-romaine, à venir se réfugier sur un rocher entouré d'eau à marée haute et donc plus facile à défendre, Saint-Malo. En 1308, à la demande des habitants, le seigneur-évêque fait bâtir une première enceinte fortifiée. Elle épouse la forme du rocher et enserre la presqu'île de Saint-Malo sur 16 hectares. C'est déjà une cité qui compte. Au XVe siècle, Saint-Malo a un commerce international depuis l'Europe du Nord jusque l'Espagne et le Portugal. Il y a donc déjà un commerce très important. C'est un port franc en plus, où on ne paye pas de taxes sur les marchandises, donc c'est très attractif et florissant. À cette époque, Saint-Malo est aussi le port de départ des explorateurs français à l'image de Jacques Cartier à qui l'on doit la découverte du Canada. Des grandes explorations pourvoyeuses de nouvelles ressources jusqu'au pillage des navires étrangers par les corsaires français, la cité malouine accumule alors toutes les richesses. Elle devient donc une cible privilégiée pour les flottes ennemies anglaises et hollandaises.
Louis XIV est alors en guerre contre toute l'Europe. On a pris conscience du fait que le littoral, c'est une frontière. Et donc cette frontière, il faut la défendre. Il n'est plus seulement question de sécuriser les allées-venues des navires, mais il est question tout simplement d'imposer des questions de souveraineté. Pour renforcer les défenses de Saint-Malo, Louis XIV missionne son plus brillant architecte militaire, Sébastien Leprêtre, marquis de Vauban. Il est multicarte, il est à la fois mathématicien, dessinateur, géographe, ingénieur. Il est artilleur également. Donc il domine, il maîtrise finalement toute la palette de ce dont la guerre littorale et maritime a besoin à l'époque. Pour Vauban et son architecte en second Siméon Garangeau, la défense de la rade de Saint-Malo passe nécessairement par l'édification de points fortifiés dont personne n'avait jusqu'alors imaginé la construction. Et pour cause, il se situe en pleine mer. 4 îlots ou rochers sont alors retenus pour accueillir ces forteresses maritimes. Ceux du Petit B et du Grand B à l'embouchure de la Rance, le rocher de l'Îlet au pied des remparts et enfin l'île de la Conchée à 4 km au large. Comme on sait que la portée utile du canon à l'époque, c'est aller moins d'1 kilomètre, il faut absolument trianguler l'entrée des rades. On va multiplier les fortins et on va y installer de l'artillerie maritime. On va même installer parfois des batteries d'artillerie dans des dunes. Les travaux de fortification de la rade débutent en 1689 par la mise en chantier conjointe des forts du Petit B, du Grand B et du Fort Royal, aujourd'hui Fort National. Le chantier est inédit pour l'époque et des plus complexes, car il faut édifier ce fort à même les rochers. Première difficulté, l'acheminement des matériaux et des ouvriers ne peut se faire qu'à marée basse, toutes les 12 heures. Second enjeu majeur pour les bâtisseurs, le fort doit être capable de résister aux vagues qui l'assailleront lors des tempêtes. Les rochers, ça a un avantage, ça a soit des fondations très solides, ça évite d'avoir des menaces de tir de sape, puisqu'autrefois on s'emparait des fortifications en minant les fondations, là c'est impossible. Et puis on utilise le relief, effectivement, qui permet d'avoir une surélévation, et c'est ce qui va être fait ici de façon assez remarquable. On le voit dans les pans de mur où il y a une pente du rocher qui a été astucieusement utilisée comme fondation des ouvrages maçonnés. Et puis on reste dans des formes très simples en définitive, des formes, on le voit, à angle droit, sauf pour les batteries vers le large qui, elles, sont de forme arrondie. Ces demi-cercles offrent un angle de tir plus large, sans angle mort, et permettent de dévier les projectiles tirés contre l'enceinte. Comme pour toutes les forteresses maritimes de la côte ouest, c'est avec des blocs de granit extraits des carrières voisines que le fort sera édifié. Le granit du Cotentin est une pierre de densité moyenne. Elle est à la fois facile à tailler et bien plus résistante que le calcaire à l'érosion provoquée par le vent et les vagues. Pour bâtir vite, Vauban et Garangeau s'en tiennent à une architecture simple et fonctionnelle. Le fort se présente comme un petit château avec 2 bastions à ses extrémités, défendant une porte centrale qui est assez monumentale. L'intérieur porte sur son côté ouest une petite caserne. Et puis sous la plateforme elle-même, il y a un souterrain voûté à l'épreuve de la bombe dans lequel se trouve un magasin à poudre et un magasin à vivres. Dès 1693, le Fort Royal est en mesure de recevoir l'armement pour lequel il a été conçu. Une batterie de canons orientée vers la pleine mer. Le fort va être équipé de quinzaines de canons de fort calibre. Et puis on a aussi des mortiers, des canons à fût très court et qui lancent des bombes. Ces mortiers sont extrêmement destructeurs. Et il n'y en avait que 2, ça suffisait pour assurer la défense. Pendant que le Fort Royal s'élève au pied des remparts de Saint-Malo, le chantier du fort du Petit B, un peu plus à l'ouest, est déjà bien avancé. Conçu comme un prolongement des remparts de la ville, le fort épouse la forme d'un fer à cheval. Côté mer, il est percé de 19 embrasures à canon. Côté terre, un large corps de garde et 2 demi-bastions en protègent l'accès. Grâce à cette ceinture de feu que représentent les premiers forts, Saint-Malo semble inattaquable. Pourtant, au large, un lieu de mouillage des navires appelé la Fosse aux Normands reste hors de portée des canons. Les Anglais ont pris pour habitude d'y stationner leurs vaisseaux, narguant les Français et menaçant directement la cité corsaire. Vauban envisage alors la construction de la plus ambitieuse de ces forteresses maritimes sur un rocher situé en haute mer, la Conchée. Mais l'implantation d'un fort y paraît particulièrement complexe.
Déjà, il faut savoir que c'était extrêmement difficile parce qu'on est déjà à peu près à 3000 de Saint-Malo, ce qui fait quand même à peu près un peu plus de 5 km. Il faut dire qu'ici aussi, il y a des conditions météo extrêmes puisque nous sommes dans les marnages les plus importants d'Europe, puisqu'on compte jusqu'à 13 mètres de différence entre le niveau de la marée haute et de la marée basse. Les courants sont donc extrêmement puissants, les marées très très fortes, puisqu'il n'est pas rare de voir des vagues de plus de 15 mètres de haut. Donc effectivement, c'était un vrai défi. Un défi que vont devoir relever les ingénieurs de l'époque. Comment parvenir à bâtir de tels ouvrages en pleine mer? Et comment faire en sorte qu'ils résistent aux vagues d'une mer déchaînée? En haute mer, une construction, si solide soit-elle, est constamment la proie des vents et des vagues. En pleine tempête, la pression exercée par l'eau sur la pierre peut atteindre les 30 tonnes par mètre carré. Les chocs successifs entraînent des vibrations qui peuvent fragiliser la structure. Le sable, les graviers et autres résidus projetés sur la paroi en un mitraillage continu attaquent le mortier et provoquent la dislocation du bâti. Enfin, quand les vagues se retirent, la pierre subit un phénomène de succion et des blocs de plusieurs tonnes peuvent être déplacés sous l'effet de l'aspiration de l'eau. Le combat de la pierre contre la mer semble perdu d'avance. Pourtant, à Saint-Malo en 1693, Vauban lance les premiers travaux d'ancrage du fort de la Conchée contre l'avis de tous les Malouins qui soutiennent qu'un fort ne pourra pas résister plus d'une année aux terribles tempêtes hivernales. C'était sans compter sur l'ingéniosité de l'architecte militaire. Pour implanter le fort de la Conchée, Vauban fait tout d'abord araser certaines parties du rocher afin de créer des assises planes à différents niveaux. Elles serviront à y asseoir les fondations des remparts. Au centre, le pic du rocher a été conservé. Le fort sera construit tout autour. La maçonnerie s'appuiera sur cette colonne vertébrale afin que la structure ne fasse plus qu'un avec l'enrochement. À leur base, les murs d'enceinte feront 4,30 m d'épaisseur pour seulement 1,50 m à leur sommet. Cette forme évasée rendra la structure extrêmement résistante aux attaques des vagues. Donc c'est déjà la masse qui peut résister aux tempêtes et on utilise du mortier romain. C'est un mélange de chaux et de briques pilées. Mais surtout, il y a très peu de joints. Le principe pour avoir la solidité, c'est d'avoir le moins de joints possible parce que c'est là que peuvent se faire les fissures en cas d'impact. Alors que seules les fondations du fort ont débuté, un événement va venir bouleverser l'avancée du chantier. Le 26 novembre 1693, la marine de guerre anglaise débarque dans la fosse aux Normands, y stationne une quarantaine de navires et envoie des soldats sur le rocher de la Conchée. Les Anglais n'ont absolument aucun mal à faire tout le monde prisonnier. Il n'y avait pas de canon, il n'y avait rien. Donc ils ont pris tout le monde prisonnier et c'est à ce moment-là qu'ils ont attaqué Saint-Malo. Maintenus à distance par les premiers forts déjà en service, les Anglais vont canonner la ville de Saint-Malo depuis le large pendant près de 3 jours. Et donc, ils ont comme projet, finalement, de stationner, de mouiller leurs navires au large ou de les faire croiser au large, et puis d'utiliser les vents et les courants pour envoyer un certain nombre de bombes à retardement destinées à faire exploser les murailles de Saint-Malo. Pour la première fois, les Anglais expérimentaient un brûlot. Un brûlot, c'est une machine infernale, c'est-à-dire qu'ils prennent un vieux navire, qu'ils remplissent de poudre, de mitraille, de tout ce qu'ils peuvent trouver, et ils le lancent sur un objectif. L'objectif, cette année-ci, était d'attaquer la poudrière de Saint-Malo. En pleine nuit, la machine infernale lancée en direction de la tour Bidoine s'approche sans obstacle à moins d'une quarantaine de mètres de la muraille. Heureusement, un coup de vent malheureux a détourné au dernier moment ce navire, ce brûlot, qui a explosé à une centaine de mètres de Saint-Malo en ne causant aucun dégât. Les Anglais sont furieux de voir que la ville ne prend pas feu et repartent. Saint-Malo a échappé de peu à la destruction. Vauban juge désormais que le premier projet d'implantation du fort de la Conchée est insoutenable par sa petitesse. Il dessine de nouveaux plans. La forteresse sera étendue à l'ouest. Au sud, un corps de garde avancera en forme de tour circulaire, protégé par une fosse et un pont-levis. L'architecte prévoit aussi 2 échauguettes, de petites tours destinées à accueillir les sentinelles. En 1695, après 1 an et demi de travaux, une partie des souterrains est achevée et le fort est armé.
Alors ici, nous pénétrons dans les salles de tir du fort. Vauban considérait ces salles comme les plus prestigieuses du royaume, voire de la chrétienté. Les voûtes sont des voûtes tors, c'est-à-dire que ce sont des voûtes qui sont torsadées comme des voûtes normales et également dans l'autre sens. Donc ce sont des voûtes tors. Avec le temps, l'érosion a fait que les pierres se sont creusées. Par contre, les joints sont restés identiques. Pour un fort militaire, il y aurait très bien pu avoir un dallage tout simple, tout droit. Si vous regardez, il y a une symétrie entre là-haut, les voûtes, et les parties basses du dallage. Comme vous pourrez le constater sur cette ouverture, Vauban a particulièrement soigné le travail des pierres. Chaque pierre a été travaillée forcément sur ses 5 faces, avec des scies, des compas, des règles. Un travail que maintenant, je pense que seuls les ordinateurs seraient capables de réaliser. Prouesse d'architecture, ces salles de tir seront équipées dès 1695 de plusieurs canons de calibre 48, tous dirigés vers la zone de mouillage traditionnelle des vaisseaux anglais. Vauban était le premier à concevoir des canons à l'intérieur des salles de tir et non pas à l'extérieur comme dans tous les autres forts en partie supérieure. L'inconvénient forcément c'était le bruit et surtout le problème c'était les fumées. Donc Vauban a eu l'idée de concevoir au-dessus de chaque bouche de tir une cheminée qui aspirait un maximum de fumée. Les canons, pour éviter qu'ils reculent, étaient également fixés par une corde sur cette encoche qui existe et ils étaient montés sur des affûts qui s'orientaient sur un rail, comme ceci, ou alors qui s'orientaient aussi en hauteur pour pouvoir le régler. L'artillerie du fort de la Conchée ne tardera pas à servir. Le 14 juillet 1695, une flotte anglo-hollandaise s'avance dans le but de bombarder Saint-Malo. Mais si seule la partie basse du fort est achevée, les canons, eux, sont déjà opérationnels. Ils ripostent. Il y avait à peu près 82 bateaux ennemis, une armada complète qui était mouillée là, dont certains bateaux avaient plus de 80, voire 100 canons, alors que sur le fort, il n'y en avait que 3 en fonctionnement. Il n'empêche que les 3 canons qui étaient en activité sur le fort ont, en 2 jours, créé beaucoup de dégâts dans la flotte ennemie. Ils sont restés 2 jours, ils sont repartis par la mer. Les 3 canons ont repoussé la flotte anglo-hollandaise et la superstructure du fort a formidablement bien résisté aux attaques, grâce notamment à sa forme elliptique. Commune à presque toutes les forteresses maritimes, elle est conçue pour faire ricocher les boulets de canon tout autant que pour dévier les vagues qui assaillent l'édifice lors des violentes tempêtes d'hiver. Avec ses murs épais de plus de 4 mètres, le fort de la Conchée a prouvé ce jour-là qu'il était aussi solide que le roc sur lequel il était bâti. Après cette victoire, les travaux de construction reprennent selon les derniers aménagements prévus par Vauban. L'ensemble de la structure sera finalisé en 1699. Débute alors sur la terrasse du fort la construction d'un grand bâtiment à toit d'ardoise divisé en 6 logis pour les officiers. En 1710, toutes les parties de l'édifice sont enfin opérationnelles. Le fort de la Conchée est achevé. Tel que voulu par Vauban, aussi efficace qu'esthétique, le fort aura nécessité près de 17 ans de travaux et coûté 400 000 livres, soit environ 6 millions d'euros. Long de 65 mètres, large de 32 mètres, il culmine à plus de 20 mètres de hauteur et occupe la totalité du rocher, soit 1400 mètres carrés. L'architecte militaire du roi, nommé en 1703 maréchal de France, en aura fait l'un de ses plus grands défis. D'ailleurs, il l'a écrit, il écrivait « La Conchée sera la meilleure des fortifications, la plus petite et la mieux entendue, comme elle aura été la plus difficile à construire. » À l'aube du XVIIIe siècle, la cité malouine s'est dotée d'une véritable ceinture de fer et de feu capable de la protéger. Toutes les passes permettant l'accès à son port sont à présent à portée de canon. De quoi décourager pour de bon tous les ennemis du royaume. C'est l'effet dissuasif. Les Anglais ne reviendront plus par mer bombarder Saint-Malo après leurs essais infructueux de la fin du XVIIe siècle. Mais à cette époque, rares sont les points du littoral français à disposer de tels remparts. D'autres positions stratégiques restent pourtant à défendre. Des arsenaux militaires où l'on construit les navires de guerre, des rades dans lesquels ces bateaux stationnent, ou encore des ports de commerce concentrant les richesses du royaume. De nouvelles forteresses maritimes vont devoir faire surface.
Au XVIIe siècle, les océans se sont transformés en champs de bataille et les vaisseaux de guerre ennemis sont de plus en plus puissants et de mieux en mieux armés. Pour se protéger, le royaume de France doit être en mesure de riposter, de répondre au feu par le feu. Encore faut-il que la marine de guerre française puisse rivaliser avec la Royal Navy anglaise et son allié hollandais. Alors, au début du règne de Louis XIV, la marine française, elle est presque réduite à néant. Et en 1661, on peut dire que, globalement, les quelques unités qui restent encore à flot sont dépourvues d'équipage, n'ont pas eu d'entretien. Donc il faut tout reprendre à zéro. On cherche un nouveau site pour créer de toutes pièces un port de guerre. En 1666, c'est le site de Rochefort qui est choisi pour abriter ce nouvel arsenal militaire. Son implantation dans une boucle de l'estuaire de la Charente, à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres, offre de précieux avantages. Éloigné de la côte, l'arsenal pourra se maintenir à l'abri des bombardements anglais. Et l'estuaire qui y mène est parfaitement navigable, y compris pour les gros navires. Enfin, la profonde rade située à son embouchure permettra d'accueillir les escadres au mouillage. Profitant de cette position presque idéale, un gigantesque complexe militaro-industriel voit le jour à Rochefort. L'arsenal, à la fois lieu de vie et de travail, est construit sur la rive droite de la Charente. Au sud, le chantier naval proprement dit avec les menuiseries, les forges ou encore les ateliers de peinture. Et de l'autre côté du chenal, un vaste espace de stockage et d'habitation appelé le Parc, au bout duquel est installé le plus prestigieux des bâtiments de l'arsenal, la Corderie Royale, lieu de fabrication de tous les cordages des navires. La corderie, c'est un bâtiment en effet exceptionnel par ses dimensions. Pourquoi? Parce que l'unité de mesure des cordages dans la marine, c'est l'encablure. Une encablure de cordage, c'est grosso modo 200 mètres. Pour avoir 200 mètres de cordage, il faut 300 mètres de matériaux primaires. Parce que quand on torsade les fils, on va perdre un tiers. Donc, le corps de logis principal qu'on a derrière moi, hors bâtiment de stockage aux extrémités, fait 300 mètres. Le problème, c'est qu'on est ici dans un marais. En fait, nous sommes ici sur à peu près 40 mètres de vase molle. La croûte est relativement solide en superficie, mais plus on s'enfonce, plus la terre se liquéfie. Donc, Blondel, l'architecte, il décide de construire un véritable radeau de chêne qui va flotter dans la vase. C'est-à-dire qu'on a 1400 mètres cubes de chêne à 60 cm en profondeur et les ouvriers vont monter les murs sur les deux grands côtés du bâtiment au même rythme, de manière à ce que le radeau ne chavire pas. Et finalement, la corderie, c'est le premier bateau construit dans l'arsenal, en pierre, mais c'est un bateau. Pour Louis XIV, se doter d'une grande flotte militaire est devenu une urgence absolue. Au XVIIe siècle, l'arsenal tourne à plein régime. Et donc, on va avoir à Rochefort un chantier absolument phénoménal, avec, lorsqu'on est en période de guerre, des rythmes de sortie de vaisseaux de guerre et de frégates qui peuvent aller à une sortie tous les 8 mois, par exemple, ce qui est considérable. L'importance stratégique de Rochefort en fait une cible de choix pour les ennemis du royaume. Sa défense devient alors essentielle. Car une fois achevée, les plus gros navires doivent sortir à vide de l'estuaire et stationner dans une zone aux eaux plus profondes afin d'embarquer leur équipement et leur artillerie. De la même manière, les bateaux de retour à Rochefort, alourdis par leur cargaison, ne peuvent pas tous naviguer sur la Charente. Ils doivent alors stationner à son embouchure dans la rade de l'île d'Aix. Et ils sont vulnérables, parce que quand on crée Rochefort en 1666, on n'a pas prévu, finalement, tout l'accompagnement en termes de fortification qui est nécessaire pour tout simplement mettre ces navires à l'abri des insultes ennemies. Donc on a construit ce qu'on appelle la ceinture de feu de la mer des Pertuis, c'est-à-dire des forts sur toutes les îles pour protéger les pertuis. Les pertuis, ce sont les passages entre les îles. On va commencer le chantier, par exemple, sur l'île d'Aix, à la pointe Sainte-Catherine. On va commencer également un certain nombre de fortifications dans l'estuaire même, le fort de l'Aiguille, le fort Vazou, et en face, le fort Lupin, qui permettent de fermer finalement l'accès à l'estuaire de la Charente. Les forts qui subsistent et qui assurent la garde de la Charente sont des forts de dimension modeste, mais tout de même, le fort Lupin est une pure merveille d'architecture. C'est en 1685 que Vauban, l'architecte militaire de Louis XIV, va lancer la construction du fort Lupin. En son centre, il édifie une tour carrée à pans coupés
munis d'ouvertures pour des tirs plongeants. De part et d'autre, 2 casernes peuvent accueillir 24 hommes chacune. Côté terre, le fort est protégé par un système de défense typique des fortifications imaginées par Vauban. Un large fossé en eau isole le fort d'une seconde enceinte. Une plateforme légèrement enterrée que l'on appelle un chemin couvert et d'où les fantassins peuvent défendre le fort tout en restant à couvert derrière un mur. Côté mer, 22 embrasures de canon prennent en enfilade le fleuve afin d'empêcher les navires ennemis de remonter vers Rochefort. La plupart de ces forts, donc, ils sont conçus de la même manière, hein, c'est-à-dire qu'on a face à la mer une demi-lune, c'est-à-dire une demi-fortification circulaire qui permet d'installer de l'artillerie sur une plateforme avec des créneaux qui permettent de mettre à couvert les artilleurs et éventuellement les gens qui seraient susceptibles de défendre la forteresse avec des armes légères parce qu'il y aurait eu un débarquement. Et puis on a un donjon qui permet d'appréhender de très loin l'arrivée des navires ennemis. La ceinture de feu des fortifications protégeant Rochefort n'est toutefois pas suffisante, car la rade où stationnent les vaisseaux français en attendant leur armement est trop facilement accessible. Des navires ennemis qui traverseraient le pertuis d'Antioche, couloir entre l'île de Ré et l'île de Léron, déboucheraient naturellement sur 2 passages menant à l'estuaire. Le bras de mer entre Fouras et l'île d'Aix, et surtout celui beaucoup plus large entre l'île d'Aix et l'île de Léron. Problème. Avec une portée maximale de 1200 mètres, les plus puissants canons de l'époque installés sur les îles d'Aix et d'Oléron ne suffisent pas à couvrir les 5,5 km de la passe. Une solution s'impose. Ériger un fort entre les 2 îles pour combler ce trou béant et réduire les distances de tir nécessaires à le protéger. Mais à quel endroit? Et surtout, comment? Il se trouve qu'au milieu de ce passage, il y a un banc de sable qui est cartographié depuis le XVIe siècle. Ce sont les Hollandais qui l'ont cartographié, ils lui ont d'ailleurs donné leur nom, le banc des Hollandais, le Banjaert, qui va donner Boyard en fin de compte. C'est un banc de sable. Sur lequel, avec d'énormes moyens, on pourrait un jour envisager de construire un fort, mais à l'époque de Louis XIV, c'est totalement hors de portée, je dirais. Et donc Vauban, on lui prête ce mot, il aurait dit à Louis XIV qu'il serait plus facile de saisir la Lune avec les dents que de faire en ce lieu pareille besogne. Et il parlait évidemment de la construction d'un fort en dur. Vauban ne décrochera pas la Lune. Faute de moyens financiers et technologiques, le projet d'un fort implanté sur le banc de Boyard est en cette fin de XVIIe siècle abandonné. D'autant qu'à cette époque, un autre port retient toute l'attention du roi, Cherbourg. Au bout de la péninsule du Cotentin, stratégiquement positionné au plus près des côtes anglaises. À la différence de Rochefort, le port de Cherbourg n'est pas situé dans un estuaire. Il est donc beaucoup plus exposé. Cette côte du Cotentin, elle est battue par des courants de marée extrêmement forts. Et la position de Cherbourg la met à l'abri des courants marins. Donc ça, c'est un atout. L'inconvénient, c'est que la rade de Cherbourg est largement ouverte vers le nord-nord-ouest et qu'évidemment, en l'absence de toute possibilité de fortifier cette rade, c'est aussi une rade qui est vulnérable à l'égard des attaques ennemies. Et on est en face de l'Angleterre, les ennemis ne sont pas très loin. Les navires qui y trouveraient refuge ne pourraient être protégés durablement en cas d'attaque venant du large. Vauban reprend son bâton de pèlerin. Il envisage de fortifier la ville de Cherbourg et d'y creuser un avant-port et un bassin. Mais alors que les travaux n'ont débuté que depuis 2 ans, Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV, craint que ces aménagements ne servent un jour aux Anglais. En 1688, Louvois, de peur qu'il y ait une descente des Anglais et que Cherbourg devienne imprenable, fait raser totalement toute la place, y compris les constructions que Vauban avait déjà entreprises. Erreur fatale. Le 30 mai 1692, lors d'une bataille d'envergure, le navire amiral français, le Soleil Royal, et 2 autres vaisseaux sont coulés en rade de Cherbourg, où ils s'étaient réfugiés pour fuir une escadre anglo-hollandaise. Pire encore, 12 autres navires de la flotte française subissent le même sort au large de la Hougue. Tous les vaisseaux français ont été pris au piège. Sans soutien de l'artillerie côtière, ils ont été incendiés et coulés en quelques heures. Le Soleil Royal, qui est le vaisseau amiral, qui va être mis à sac par des brûlots et sous les bombardements des Anglais. Ça a ému énormément la population et ça a montré la faiblesse, en fin de compte, du port et de sa capacité à repousser l'ennemi vers l'extérieur. En réponse à ce désastre, de nouvelles forteresses sont édifiées à quelques encablures dans le secteur de la Hougue.
Mais pour fortifier Cherbourg, les moyens manquent. La France est en guerre depuis 4 ans et les caisses du royaume sont vides. Face à l'ampleur des travaux et à la complexité des techniques qu'ils impliquent, les architectes militaires ont bien du mal à s'accorder sur une manœuvre de fortification de la rade. Le génie militaire, lui, propose un renforcement des forts et simplement s'arrêter là. Et la marine, elle pousse pour avoir une digue au large, pour avoir un bassin protégé le plus large possible. Donc tout ça nous amène jusqu'à Louis XVI, qui a pris la décision en 1781 de construire une digue au large. Il aura fallu 80 ans et l'avènement du roi Louis XVI pour que la construction d'un nouveau port militaire et d'une grande digue pour le protéger soit décidée à Cherbourg. Une digue artificielle longue de 3800 mètres, posée par 15 mètres de fond, à 4 km au large de la ville, entre l'île Pelée et la pointe de Querqueville. Reste à savoir comment mettre en œuvre un tel édifice. On est sur un fond marin plat, il n'y a pas d'enrochement, donc il faut gagner en fin de compte un enrochement artificiel. Et c'est une idée folle, proposée par l'ingénieur des ponts et chaussées Louis-Alexandre de Cessart, qui va être retenue. L'enrochement de la digue sera constitué d'une succession de 90 gigantesques cônes en bois de chêne ou de hêtre. Hauts d'une vingtaine de mètres environ, pour un diamètre de 45 mètres à la base et 20 au sommet, ils seront coulés côte à côte puis remplis de pierres, formant ainsi l'assise de l'édifice. À Cherbourg, un invraisemblable chantier démarre, mobilisant près de 1500 hommes. L'idée de Cessart était une idée qui était totalement révolutionnaire, qui n'avait jamais été réalisée. Ils estimaient pouvoir couler à peu près entre 10 et 15 cônes par an. Une fois achevé, chaque cône est équipé d'une ceinture de 150 grands tonneaux qui en assurent la flottaison. Et pour le tracter, on va installer des bateaux-pontons avec des cabestans qui vont le tirer au fur et à mesure pour les amener à la position qu'on le souhaite. Les cordes, reliant le système de flottaison à la structure, sont alors coupées pour libérer le cône. Et le cône descend, paraît-il, dans un fracas pas possible, des fois en penchant difficilement, avec une grosse inquiétude. Et vous avez une vingtaine de personnes qui sont dessus accrochées, qui attendent que le cône descende et vienne se placer. C'est de loin le chantier le plus ambitieux de l'époque et l'attente suscitée est immense. Preuve en est, le 22 juin 1786, Louis XVI assiste en personne au coulage du 9e cône. Il s'agira du seul et unique voyage en province de tout son règne. Mais l'enthousiasme qui entoure cette visite cache en réalité un triste constat. Le chantier prend un retard colossal. Une fois immergés, les cônes doivent être remplis de près de 10 000 mètres cubes de pierre par d'incessants allers-retours de bateaux. Un véritable défi contre la montre s'engage avec la mer. Le bois n'était qu'un coffrage. Il ne devait durer que 40 jours. Durée qu'on estimait de remplissage de ces cônes. Il savait très bien que plus tard, le bois allait se désagréger au niveau de la mer. Malheureusement, des fois, il y a des tempêtes. Donc on a des cônes qui ont été installés et la superstructure se voit fracassée. Donc on en a un, il a duré que 2 jours. Également, on a des phénomènes de tassement différentiel, ce qu'on connaît très bien sur les châteaux de sable, où les pierres avec l'eau se réarrangent et se tassent sur le sol. Donc certains cônes s'affaissent. Donc d'emblée, dès les premières années, déjà, la fragilité de ce système apparaissait. Et rien ne s'arrangera dans les années suivantes. Les cônes ne résistent pas aux caprices de la Manche. En 1792, alors que seuls 18 des 90 cônes ont été mis en place, le chantier est officiellement abandonné. À cette période, la rade de Cherbourg peut néanmoins compter sur la protection que lui assure sa toute première forteresse maritime, construite sur l'île Pelée à l'extrême est de la rade. Édifié sur la base d'un ancien petit fortin du Moyen-Âge, le fort de l'île Pelée se compose d'une citadelle de granit en son centre, d'une fosse et d'une enceinte fortifiée bâtie sur 3 étages. Le rez-de-chaussée, pour stocker l'approvisionnement et les munitions, surmonté de 2 étages de bouches à feu, prévus pour accueillir 108 pièces d'artillerie. Première fortification au large défendant le port militaire et la flotte française stationnant dans la rade, le fort a longtemps constitué le premier rempart de défense de Cherbourg. Mais aussi armé soit-il, le fort de l'île Pelée n'est pas en capacité d'assurer seul la défense d'une position aussi stratégique.
C'est pour cette raison qu'en 1802, Bonaparte, alors premier consul de la République, ordonne la reprise du chantier de la digue. Il demande à ce que la partie centrale soit aménagée pour y implanter une batterie de canons. Sa détermination est grande. Il déclare même vouloir renouveler à Cherbourg les merveilles de l'Égypte. Et il va se donner les moyens de ses ambitions. Des tonnes de pierres sont acheminées par bateau jusque sur zone. Sur la base que forment les restes des cônes, on coule ces blocs de pierre, plus gros et plus lourds que les précédents, jusqu'à arriver à quelques mètres de la surface. À marée basse, ces pierres sont maçonnées avec du mortier hydraulique afin de créer un soubassement suffisamment solide pour y édifier la digue. C'est sur cette assise que les ingénieurs vont construire l'ouvrage défensif voulu par Napoléon Bonaparte. En 1804, cette batterie de canons est en place et abrite une garnison de 80 soldats. Contre vents et marées, les travaux de la grande digue se poursuivent. Bonaparte a la folie des grandeurs. 3 ans plus tôt, démarrait l'un des chantiers les plus ambitieux de son règne. En 1801, Bonaparte a relancé le projet fou d'une fortification qui serait bâtie au large sur un banc de sable entre l'île d'Aix et d'Oléron. Un véritable vaisseau de pierre, de près de 100 mètres de long, sur 50 mètres de large, capable d'interdire l'accès à l'estuaire de la Charente et donc à l'arsenal militaire de Rochefort. Tant que cette forteresse ne sera pas édifiée, la marine anglaise ne cessera de lancer des incursions sur la zone. Pour Bonaparte, Fort Boyard doit absolument voir le jour. En 1801, les conditions pour lancer les travaux de Boyard sont toutes réunies. D'abord, on a un pouvoir fort qui concentre toutes les décisions entre ses mains. Il y a de l'argent pour le faire. Et puis surtout, Napoléon il est en guerre contre toute l'Europe, et singulièrement contre l'Angleterre. Donc, protéger les côtes, c'est absolument capital. On a affaire à un chantier absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le fort doit avoir la dimension de 2 terrains de football. Rien que ça. Et évidemment, il faut le construire sur du sable. Donc le premier défi technologique consiste à créer le récif artificiel qui pourrait permettre à terme de mettre en chantier la fortification. Et puis c'est aussi un moment où on a une culture d'ingénieurs un peu nouvelle qui se concrétise dans la création de l'école polytechnique en 1794. Et les meilleurs ingénieurs choisissent la marine. C'est vraiment la voie royale. Et ces ingénieurs, ils ont un esprit de corps aussi. Donc ils communiquent entre eux, ils échangent. Les ingénieurs qui vont travailler à Cherbourg, par exemple, ils vont communiquer des choses aux ingénieurs qui vont prendre en charge le chantier de Boyard, et réciproquement. Tout comme à Cherbourg, c'est donc la technique dite des pierres perdues qui est choisie. Des tonnes de pierres sont déversées sur le banc de sable afin de créer un enrochement suffisamment solide et découvert à marée basse. Sur ce tas de cailloux, 3 assises en pierre de taille seront assemblées pour former une base de 100 mètres de long sur 50 de large, sur laquelle viendra se poser l'édifice. Et donc, on va avoir des navires qui, à la manière de ce qui se passait à Cherbourg pour immerger les côtes en 1787, eh bien, chargent ces gros blocs de pierre et puis, par un système de trappe, vont permettre de les immerger à l'endroit voulu. C'est un chantier pharaonique. Ça permet d'embaucher toute une main-d'œuvre locale qui se trouve finalement occupée à conduire les navires qu'on appelle des gabarres, qui sont des gros navires de charge, qui se trouve également occupée à marée basse à aller disposer les gros blocs pour qu'ils aient une espèce d'assise plus solide. Et donc ça crée tout un travail, notamment sur l'île d'Oléron, parce que le camp de base de la construction du Fort Boyard, c'est une petite cité à l'embouchure d'un chenal qui prendra le nom de Boyardville et qui sera la zone de résidence des ingénieurs. Pendant plus de 5 ans, le chantier mobilisera jusqu'à 500 ouvriers à la fois. Coûte que coûte, l'enrochement artificiel doit atteindre le niveau des basses mers pour que l'assise y soit implantée. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que d'abord c'est une basse énorme et puis parce qu'il y a des mouvements de mer constants. Ce qu'on arrive à mettre en un an, une tempête en hiver, va tout balayer et répartir les cailloux partout. On est en guerre ouverte avec l'Angleterre. Très régulièrement, il y a des frégates britanniques qui viennent tirer à coups de canon sur les ouvriers. On est obligé de travailler en tenant compte des marées, donc des fois on travaille la nuit, c'est quand même extrêmement compliqué. Et puis ça mobilise un monde fou. On est dans quelque chose de déraisonnable, mais on est plus fort que la nature. Ça aussi, Napoléon, il ne va pas se laisser faire par la mer. C'est le plus grand, c'est l'empereur. Et l'empereur, devant l'empereur, tout doit céder. Mais les moyens manquent et le chantier ne va pas très vite. Certains bateaux sombrent même avec leur chargement et leur équipage avant d'avoir atteint le chantier.
Et pour ne rien arranger, l'enrochement artificiel se révèle particulièrement instable, malmené par les courants marins. Durant l'hiver 1807, les 60 000 mètres cubes de pierre acheminés sur place s'enfoncent et l'assise disparaît. Et donc c'est un peu le mythe de Sisyphe ou le tonneau des Danaïdes. Plus on met de pierre, plus ça s'enfonce et plus il faut en mettre. Et donc ça crée évidemment des retards et des surcoûts pour ce chantier. À l'aube du 19e siècle, le projet de Fort Boyard est une nouvelle fois menacé. En août 1808, Napoléon vient en personne constater le retard pris sur le chantier de Fort Boyard. Alors on a des récits fabuleux, presque mystiques de l'empereur sur son tas de cailloux. Et il va décider de réduire la taille du fort, de le ramener à des proportions un peu plus raisonnables, de 40 mètres sur 20, ce qui est déjà pas mal. Mais les travaux continuent, et continuent comme ça jusqu'en 1809. 1809, l'année d'un nouveau coup de grâce porté au rêve de l'empereur. Le 11 avril 1809, 76 navires battant pavillon anglais approchent de l'île d'Aix. En face, les Français n'alignent que 11 vaisseaux et 4 frégates. Les Anglais chargent 50 navires d'explosifs et les lancent droit sur la flotte française. C'est le drame. Les brûlots enflamment les navires français qui finissent par s'échouer. Donc ça va être une grosse déconvenue pour Napoléon, une grosse désillusion, et ça va le décider finalement à mettre un terme au chantier du Fort Boyard, prenant acte du fait qu'on est incapable d'assurer la sécurité d'un tel chantier dans l'état de faiblesse qui est celui de la marine française à l'époque. Pour tout de même barrer l'accès à l'arsenal de Rochefort, Napoléon entreprend la construction d'une forteresse bien plus modeste, implantée entre l'île d'Aix et la presqu'île de Fouras, le fort Ainet. Facilement accessible depuis les côtes, il est plus simple à construire et sera achevé en 3 ans seulement en 1812. En parallèle, Napoléon renforce les défenses de l'île d'Aix en y implantant de nouvelles fortifications. Mais pendant près de 30 ans, le projet du Fort Boyard tombe quant à lui dans l'oubli. Il faudra attendre le règne de Louis-Philippe pour que, contre toute attente, sa construction soit à nouveau envisagée. Ce qui change finalement la donne en ce qui concerne le chantier du Fort Boyard, ce sont des conditions géopolitiques. C'est-à-dire qu'il faut attendre les années 1820, 1830 pour que les Anglais aient suffisamment confiance dans les traités de paix qu'ils ont forcé la France à signer en 1815, pour qu'ils voient d'un œil tout à fait neutre, finalement, la relance du chantier de fortification sur le banc du Fort Boyard. Alors en 1837, on s'intéresse à nouveau au projet du Fort Boyard parce qu'on s'intéresse à nouveau à l'arsenal de Rochefort. Et pourquoi on s'y intéresse? C'est pas parce qu'on est en guerre, pour une fois, mais c'est parce qu'à Rochefort, il se passe beaucoup de choses en termes d'expérimentation. C'est le grand moment où on réinvente la marine de guerre, on va passer de la voile à la vapeur et puis du bois au fer. Donc, c'est intéressant Rochefort, donc il faut le protéger. Et donc Fort Boyard revient comme un projet un peu récurrent et on va regarder où ça en est. Et on s'aperçoit que l'enrochement qui s'était arrêté en 1809, il est là, il est stable et il s'est enfoncé d'1 mètre. Mais alors il est costaud. Le premier défi consiste à terminer l'enrochement artificiel en l'élevant jusqu'au niveau des basses mers et surtout en évitant que ces nouvelles pierres perdues s'affaissent et se dispersent entre chaque marée. Voilà, c'est une sacrée affaire parce qu'il faut inventer des techniques qui permettent d'avoir des mortiers qui supportent l'eau. Et la relance du chantier du Fort Boyard, elle bénéficie d'un certain nombre de progrès techniques, puisque dans le milieu des années 1820, on a de nouveaux ciments qui sont disponibles. On va beaucoup utiliser de la pouzzolane, qui est une espèce de pierre volcanique qu'on réduit en poudre. On fait tout ça, bien sûr, à Boyarville. Le chantier reprend du service. Et on le mélange avec de la chaux et ça permet d'avoir un mortier qui a un grand avantage pour Boyard, c'est qu'il durcit à l'eau. Donc c'est ça qu'on va faire. Le ciment prend suffisamment rapidement pour qu'il soit finalement pris lorsque la marée vient à l'immerger. Et comme ça, on va commencer tranquillement à réussir à faire un récif qui s'immerge et puis qui s'émerge de façon régulière. Tout ça est assez costaud. En 1848, la plateforme est achevée, on n'attend plus que le fort, on peut commencer les travaux. Entre 300 et 500 ouvriers vont se relayer nuit et jour sur ce chantier hors norme. Pour dévier les boulets de canon tirés à son encontre, le fort adoptera la forme d'une ellipse de 5 niveaux, ouverte sur une cour intérieure. Conçu comme un navire de guerre, le Fort Boyard doit pouvoir fonctionner en parfaite autonomie.
Au sous-sol, des soutes permettent de stocker le charbon, les munitions et les vivres, et une énorme citerne retient jusqu'à 325 000 litres d'eau potable. Au rez-de-chaussée, des bureaux, une cuisine, une prison, des magasins d'artillerie et 12 canons seront installés. Les premiers et deuxième étages seront dédiés au logement d'une garnison qui comptera jusqu'à 260 hommes en temps de guerre. Enfin, au sommet du fort, une terrasse est conçue comme une véritable plateforme d'artillerie. 18 canons de 36 mm y seront installés sur des rails de pivotement. Point culminant de l'édifice, une tour de vigie construite à 29 mètres de hauteur permettra de surveiller le large sur près de 19 km de distance. Et cette tour de vigie, curieusement, elle n'est pas implantée vers le large, comme on pourrait s'imaginer, vers le nord, elle est au contraire vers les terres. En fait, le fait d'être vers les terres ne l'empêche pas de regarder à l'horizon si un ennemi arrive. En revanche, ça lui permet de surveiller ce qui se passe dans la cour. Et c'est probablement sa fonction première, d'ailleurs, parce qu'on imagine que 260 hommes en garnison dans le fort, faut probablement jeter un coup d'œil là-dessus. Donc en fait, la vigie, elle surveille les hommes autant que les ennemis. Si l'architecture du fort se veut résolument austère et militaire, les maçons et les tailleurs de pierre y réaliseront néanmoins quelques prouesses. Tout l'art de l'assemblage, hérité des bâtisseurs de châteaux forts et de cathédrales. C'est particulièrement vrai dans les cages d'escalier, parce que les escaliers, ça tourne, donc c'est compliqué techniquement, et c'est là où on voit leur maîtrise. C'est aussi vrai dans la cour, au-dessus des ouvertures. Il y a des arcs de décharge qui ne sont pas simplement traités techniquement, mais où il y a une taille de pierre. C'est jamais totalement rectangulaire, c'est extrêmement précis, parce qu'il fallait que les joints soient le plus serrés, le plus proche possible. C'est pas le mortier qui va faire tenir les pierres, elles sont pratiquement assemblées l'une à l'autre, quoi. Le 6 février 1866, Fort Boyard est officiellement achevé. Au total, 8,6 millions de francs auront été dépensés pour sa construction, 28 millions d'euros. Le résultat est vertigineux. 68 mètres de long, 31 mètres de large et 29 mètres de haut par endroit. Ancrés sur une solide assise en granit, les murs épais de plus de 2 mètres sont percés de 74 embrasures à canon. Le fort dispose de 3 niveaux de tir et grâce à sa forme elliptique, il peut faire feu sur 360 degrés. Mais aussi fou que cela puisse paraître, Fort Boyard, à peine achevé, est déjà obsolète. Construit pour protéger le pertuis d'Antioche, hors de portée des canons de l'île d'Aix et d'Oléron, il a perdu toute utilité en raison des innovations technologiques que connaît l'armement. L'artillerie, à la fin des années 1850, a fait d'énormes progrès. On a mis au point, plus exactement, des canons rayés, qui permettent donc d'envoyer des projectiles à plus de 3 km avec un grand degré de précision. Et donc, les conditions qui, finalement, étaient nécessaires à la construction du Fort Boyard ne sont plus réunies, puisqu'on a désormais une artillerie qui permet très largement de croiser les feux des canons installés sur l'île d'Aix et sur l'île d'Oléron. Dès les années 1850, on sait que l'artillerie rayée va fonctionner, et pourtant on continue et on va au bout. D'abord parce qu'on a mis beaucoup d'argent dedans et que c'est toujours difficile de reculer, mais probablement aussi parce que le fort est chargé de porter l'image de la compétence des ingénieurs de marine. C'est le génie national qui s'exprime à travers sa maîtrise technique. Et c'est ça qui va finalement être plus important avec Boyard. Boyard, c'est dès le départ une affaire d'image autant qu'une affaire de fortification militaire. À la même époque, le chantier de la digue de Cherbourg se termine lui aussi. Napoléon III parachève l'œuvre de son oncle Bonaparte, bien déterminé à faire de cet ouvrage un véritable rempart face à l'ennemi, mais surtout face aux terribles tempêtes qui menacent les navires stationnant dans la rade. Les ingénieurs maritimes vont alors consolider la structure existante avec des riz-bermes, des talus maçonnés côté mer. Cette maçonnerie autour permet finalement de protéger ces blocs de béton. L'obsession est de bloquer finalement cette houle et ces éléments. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur un certain nombre de riz-bermes en avant de la digue, d'une part en béton, mais protégés par des enrochements pour casser la houle. Ce qui est impressionnant, c'est les volumes de pierres qui ont été amenés, parce qu'on est quand même sur une digue de presque 4 km, avec un talus qui fait 100 mètres de large. Donc c'est incommensurable, en fin de compte, les tonnes de pierres qui ont pu être mises, et tout ça à bras d'homme. Tout comme la digue, le fort qui se dresse en son centre est lui aussi achevé.
De forme elliptique, avec une vaste cour intérieure, il s'élève sur 3 niveaux de feu, dont 2 sont à l'abri des bombes grâce à un système de casemates. Chaque salle de tir, étroite, est protégée par un épais volume de pierres et de mortier, soutenu par des voûtes. À l'abri, les soldats couvrent ainsi tous les angles de tir possibles. En son sommet, un chemin de ronde crénelé couvre le fort et permet d'installer de l'artillerie supplémentaire en direction du large. Pour finir, côté mer, une vaste enveloppe à ciel ouvert constitue un premier rempart qui protège le réduit central. Conçu comme un navire de guerre immobile, le modèle architectural du fort central rappelle étrangement celui du fort Boyard. Le faussaire de Fort Boyard qu'on peut retrouver, c'est vraiment la patrie centrale, c'est le réduit. C'est à peu près ça. On n'est pas dans les mêmes dimensions quand même par rapport au fort de Boyard, mais on va avoir un système d'enceinte extérieure, donc ce qui explique l'applaudissement des ponts-levis à l'intérieur pour pouvoir accéder. C'est-à-dire qu'on est sur un château fort, quasiment en pleine mer, ce qui fait l'exploit en fin de compte. 2 autres fortifications sont construites aux extrémités de la digue centrale, le fort de l'Est et le fort de l'Ouest. Enfin, 2 nouvelles digues, plus petites celles-ci, viendront compléter le dispositif défensif en réduisant la largeur des passes en face de Querqueville à l'ouest et de l'île Pelée à l'est. En totalité, une fois achevée, la grande digue du large s'étend sur près de 7 km, fermant efficacement l'accès au port. En 1858, Napoléon se rend à Cherbourg pour l'inaugurer. Mais ironie de l'histoire, cet ensemble défensif, censé protéger la flotte française de l'ennemi anglais, est inauguré en présence de la reine Victoria. Ce sont les débuts de l'entente cordiale entre les 2 puissances. Et une volonté de Napoléon III d'impressionner le monde avec cette construction magnifique qui fait de Cherbourg la rade la plus grande du monde. À l'image de Fort Boyard, la grande digue de Cherbourg ne remplira donc jamais réellement son rôle défensif. Alors, on pourrait dire effectivement que sur le plan stratégique, les 2 chantiers, lorsqu'ils se terminent, ils sont inutiles. Je dirais que sur le plan tout simplement utilitaire, la digue de Cherbourg, elle conserve quand même un intérêt puisqu'elle ferme la rade, notamment aux grandes houles d'hiver, et elle va permettre d'avoir finalement à Cherbourg un mouillage relativement sûr. Finalement, la digue de Cherbourg a dû faire face plus difficilement aux assauts de la mer qu'aux assauts des armées adverses. On a eu des énormes tempêtes, par exemple en 1978, où vous avez 650 mètres de parapet qui sont tombés. S'il n'y avait pas eu, l'eau serait rentrée dans Cherbourg. Donc la digue a plus combattu les éléments naturels et s'est plus comportée comme un rempart, une fortification vis-à-vis du port que sa vocation purement militaire. Et puis, il y a quand même cette image de forteresse qui encercle ce bras. C'est vraiment un témoignage du travail de nos ancêtres. Je ne suis même pas sûr qu'actuellement on sera en mesure de faire la même chose. Aujourd'hui encore, Cherbourg reste l'un des 4 grands ports militaires de métropole et possède la 2e plus grande rade artificielle du monde. Au-delà de leur prestige, les forteresses maritimes françaises et les exploits techniques et technologiques qu'elles ont nécessités lors de leur construction ont profondément marqué leurs contemporains. On doit les forteresses maritimes au fait qu'on avait des meilleurs ennemis qui s'appelaient les Anglais et qui avaient mis en œuvre une conception géostratégique qui faisait que pour eux, leur véritable frontière, c'était la côte de l'ennemi. Et donc, puisque la côte de l'ennemi était leur véritable frontière, eh bien, on n'avait pas d'autre choix, nous autres, les Français, que de fortifier cette frontière. La deuxième leçon qu'on peut tirer de la construction de ces forteresses maritimes et littorales, c'est qu'elles ont effectivement encouragé les ingénieurs à mettre en œuvre des solutions innovantes. Et ces solutions innovantes, qui ont été mises en œuvre bien souvent par des ingénieurs qui étaient des ingénieurs militaires, eh bien, elles ont profité en grande partie à l'ingénierie civile et notamment au développement des grands ports de commerce et de pêche français. Et donc, quelque part, le progrès du commerce, de la pêche française est redevable à l'ensemble de ces grands chantiers des forteresses littorales. Les forteresses maritimes sont les derniers vestiges d'une époque révolue. Elles témoignent des connaissances et du savoir-faire des architectes militaires des XVIIIe et XIXe siècles. Sur les pas du Grand Vauban, ces constructeurs ont défié le temps et les éléments et légué à l'humanité des édifices somptueux, capables de résister aux caprices des océans.